Romain, c'est bon? On n'attend plus que toi, mon petit bonhomme. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Marlon Weber, le plus grand podcasteur du monde, et mes virtuoses sont... Laurent Vachaud, un homme qui ne passe pas de temps avec son podcast n'est pas un homme. Philippe Sedbon, j'aurais pu être un podcasteur au lieu de n'être qu'un tocard, ce que je suis, soyons honnêtes. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Marlon Brando sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour parler d'une légende du cinéma, l'acteur par excellence, comme vous êtes les podcasteurs par excellence, Marlon Brando, né en 1924 et mort en 2004 à l'âge de 80 ans. 1924, année dominée au box-office par L'Aigle des Mers et Le Voleur de Bagdad, que Philippe a vu à leur sortie en salle. Cette année voit également naître Benny Hill et Lee Marvin, deux comiques, et s'éteindre... Attends... Ah oui. Et à propos de légende, s'éteindre également Lauren Bacall et Marcello Mastroianni. Non, attends, qu'est-ce que c'est? T'as merdé complètement. Complètement, alors attends. Marcello, il est pas mort en 2004, non? Non. Tu t'es trompé d'acteur avec Michael. Dans cette année, va également naître Benny Hill et Lee Marvin, deux comiques. Et s'éteindre Kate Lester et Eleanor Duse, deux actrices dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Mais avant de nous lancer dans ce nouveau podcast grand écran, un rappel important pour l'avenir de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod, et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque week-end une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff sur des grands films comme Coup de tête, où Guillaume Canet et mon père, le cinéaste Francis Weber, évoquent ensemble le film, ou encore Le Jouet, où mon père, toujours, retrouve Pierre Richard pour parler ensemble de leur extraordinaire collaboration, ou encore Titanic, L'Exorciste et plein d'autres classiques du 7e art et des surprises. Et maintenant, sans plus tarder, reprenons la suite de notre programme. Mais pour l'heure, Laurent, un podcasteur nommé Désir, nous parle des premiers pas du tout petit Marlon. Le petit Marlon qui deviendra gros. En fait, il est né dans une famille d'alcooliques. C'est-à-dire le père et la mère étaient complètement alcooliques. Alors, je ne crois pas que Marlon a eu plus tard des problèmes d'alcool, mais il a eu en tout cas un comportement addictif vis-à-vis de la nourriture notamment. Donc il a été très marqué, paraît-il quand même, par l'alcoolisme de ses deux parents. Ouais. Et la famille Brando, c'est pas triste, puisque quand même après il a eu des tas de problèmes avec un de ses fils, qui a quand même commis un meurtre. Et ça a quand même beaucoup déteint sur toute sa dernière partie de carrière et de vie même. Mais disons que même la mort de sa fille, c'est quelqu'un qui avait vécu beaucoup de tragédies dans sa famille, et ça a commencé quand même avec ses parents. Il avait 2 sœurs aussi, et il a fait quand même pas mal de petits boulots. Il a même pensé, je crois, à un moment s'engager dans l'armée, mais finalement, il a commencé à prendre des cours avec Stella Adler. C'est là qu'il a commencé à être adepte de la fameuse méthode Stanislavski. Ouais. Et je me souviens, moi, pour ses débuts au théâtre, vous savez tous que j'avais interviewé William Goldman, que ça m'avait suffisamment marqué. Je me souviens que William Goldman m'avait raconté en off the record, je ne sais plus pourquoi il s'était mis à parler de ça, mais il en avait parlé un petit peu de Marlon Brando. Et il m'avait raconté avoir vu Marlon Brando au théâtre dans la fameuse, je ne sais plus quelle pièce c'était, c'était pas le Tramway de mes désirs. La cage aux folles. Il a été pour la première fois à Broadway dans un rôle important, dans une pièce, je ne sais plus laquelle, mais c'était pas une pièce très connue. Ouais. Mais il m'avait dit, il y avait un silence quand Brando se mettait à parler, parce que d'abord il avait toujours cette diction assez inhabituelle pour l'époque. Ouais. Il disait, il y avait un silence dans la salle que j'ai rarement entendu. Et il disait, c'est un silence, c'était the visceral recognition of greatness. C'est-à-dire comme si tu avais, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, une reconnaissance viscérale de la grandeur de quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce silence qui se crée quand tout d'un coup les gens
sont confrontés à quelqu'un qui a un talent extraordinaire. C'est un petit peu ce qui se passe à chaque fois que Philippe ouvre la bouche. J'allais le dire. Et donc, cette visceral recognition of greatness, donc donc Brando a quand même fait impression visiblement très tôt au théâtre, hein, quoi. Et donc après, c'est devenu une grande star des années 50. Hein, parce que la carrière de Brando, il faut quand même voir que c'est quand même une carrière en dents de scie. Ouais. Ça a été, même si ça reste le comédien qui est le plus cité comme le plus influencé, enfin celui qui a le plus influencé ses collègues, hein, que ce soit même les contemporains comme ceux qui sont venus après, c'est un comédien qui a quand même une fortune assez diverse. Hein. Ça n'a pas été une grande star tout le long de sa carrière. Et ça a été aussi, ça explique aussi pas mal de son comportement. C'est-à-dire que c'est un type qui a été assez désillusionné. Hein. C'est-à-dire qu'il est allé très haut au début. Il a eu des périodes, comme Philippe va dire après, sûrement de vache maigre par la suite de sa carrière. Bon, maigre, difficile. Et oui, c'est pour ça qu'il fallait compenser. Et il y a eu ce comeback après. Donc, les Américains adorent ces histoires de comeback, hein, où tu as un comédien qui démarre à mort et qui se crache et qui après renaît. Il y a eu ça avec John Travolta, un autre. Il y a eu ça aux Oscars cette année avec Brendan Fraser. Voilà, ils aiment beaucoup ça parce que c'est très dramatique, ça permet aussi d'illustrer que le gars, il ne faut jamais laisser tomber. Sauf que Brando n'est pas un type qui cherchait vraiment à redevenir star. Hein. C'est-à-dire qu'il avait toujours une relation extrêmement compliquée à son métier d'acteur parce qu'il méprisait le métier d'acteur. Il disait que ce n'était pas un métier digne pour un homme. Ouais. Il trouvait que c'était même un métier dégradant. Donc il y a toujours une composante sadomaso chez Brando, hein, qui est quand même très importante. Qu'on retrouve dans ses personnages où il se fait souvent tabasser d'ailleurs. Qu'on retrouve dans ses personnages où il se fait souvent tabasser, où il est souvent tué, où il est souvent humilié, et où souvent, après surtout vers la fin de sa carrière, il accepte des rôles tellement absurdes, juste pour le chèque, qui ne sont pas dignes de lui. Quoi. Ouais. Donc il a un rapport compliqué d'ailleurs après même sa transformation, où il est devenu vraiment un vrai hippopotame après, hein, puisqu'il est devenu tellement énorme. C'est un type qui se méprise. Hein. C'est-à-dire, alors qu'au début de sa carrière, c'est quand même un très bel homme. Mais j'ai lu qu'il avait eu des problèmes avec le poids assez tôt, en fait. Il prenait des coupes fins déjà il allait beaucoup à la salle, il faisait beaucoup de sport. Oui, mais enfin, c'est quand même pas... quand tu vois ce qu'il devient à la fin... c'est sûr, c'est comme Elvis ou comme Depardieu, ce sont des gens qui sont... C'est des gens qui passaient leur vie à bouffer des Häagen-Dazs. Orson Welles aussi. Non, mais regarde dès les années 1950, hein, dans The Wild One, l'équipée sauvage, il est déjà un petit problème de poids. Il faut dire que le perfecto est difficile à porter parce qu'effectivement, on voit... Il est un peu enrobé. Il est un peu fessu déjà. C'est pas le mec avec la tablette d'abdos et tout ça, mais c'est ça aussi qui le rend intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une gravure de mode non plus, même si quand il est très jeune, il a quand même une beauté assez frappante. Absolument. Mais il a toujours eu quand même un physique qui a évolué, enfin même quand tu le vois dans les années 60 où il y a des expérimentations capillaires plus ou moins réussies, hein, quand tu vois les films de genre Candy, je crois. On va parler de tous ces films petit à petit chronologiquement. C'est vrai qu'il apprend la méthode avec Stella Adler et il dirait c'est pas Strasberg qui m'a appris l'acting. C'est Stella Adler, je crois. C'est Stella Adler et c'est Elia Kazan. Donc Elia Kazan, avec qui il fait au théâtre un tramway nommé Désir. Ce qui nous amène à Philippe, un homme qui a révolutionné l'art du podcast. Il y a un truc que je voudrais ajouter, c'est qu'il paraît que Brando, alors ça c'est peut-être pas forcément lié à ses débuts, mais il a eu une activité, paraît-il, de radio amateur. C'est un type qui adorait les radios libres et de Taïtessi Ohara, le podcast, son truc. Il paraît qu'il faisait et il parlait avec des gens comme ça. Vachot et c'est bon. Et les mecs ne savaient pas qu'il parlait à Marlon Brando parce que le gars s'appelait Martin. Il avait un nom comme un nom de un screen name maintenant, tu vois. Et il avait un nom qui s'appelait Martin Bando il n'avait pas mis exactement son nom. Et il paraît qu'il discutait le coup avec les gens sur son île comme ça. Il passait des nuits à discuter en radio amateur. Le podcast avant l'heure. Discuter avec Marlon Brando sans savoir que c'était lui. Ce qui nous amène à Philippe, un homme qui a révolutionné l'art du podcast et pratique le méthode podcasting. Il a pris 30 kilos pour le show et il nous parle de la deuxième partie de carrière de Marlon et de son ascension vers le succès. Marlon, il a fait un premier film qui s'appelait The Man, où il jouait à peu près le rôle de Tom Cruise dans Né le 4 juillet, c'est-à-dire un GI paraplégique. Zidman. Oui. Et voilà, il était très bien. Hein. C'est un film relativement banal pour l'époque, ça avait fait un peu de bruit. J'ai jamais vu, moi. Et c'est moyen. Et Brando est bien, mais c'est pas non plus le choc que sera le Tramway nommé Désir. Hein. Il est très bien, mais voilà, sans plus.
Et dans Un tramway nommé Désir, par contre, il y a eu une explosion de plein de choses en même temps, c'est-à-dire le texte de Tennessee Williams, qui est quand même, malgré la censure de l'époque, à l'extrême limite du sordide qui tue. Et il y a Vivian Leigh, qui jouait une folle furieuse dont on dit qu'elle n'était pas si éloignée que ça de sa vraie personnalité. Ouais. Et il y a eu Marlon Brando, qui jouait un rôle relativement secondaire quand même dans le film, parce qu'on ne le voit pas tant que ça, mais qui jouait cette espèce de brute sensuelle, inculte, vulgaire, épouvantable, qu'il détestait. Il paraît que ce rôle, il le haïssait, alors que ça a fait sa célébrité au théâtre puis à l'écran. Et il était assez prodigieux parce que il dégageait une animalité, mais pas séduisante du tout. C'est une animalité de brute épaisse, implacable, comme ça, qui va finir par violer sa belle-sœur alors que sa femme est en train d'accoucher. Enfin, c'était un être sordide. Et par contre, il y avait ce côté torse nu, le torse en sueur, le t-shirt déchiré, tout ça, qui a fait un clash sur le public féminin. Qui était presque déjà une esthétique de néoréalisme italien, un peu. Oui, où tu voyais ces gars en Marcel, tu vois, qui transpiraient. Enfin, tu voyais pas tellement ça dans des films américains. Et c'est un des premiers qui est allé à la salle et qui avait ses muscles, effectivement, bien avant Vin Diesel. Mais c'est marrant de voir les gens après les acteurs qui ont joué le tramway, Stanley Kowalski dans Un tramway nommé Désir. Ouais. Parce que ton as, par exemple, il y a eu Alec Baldwin qui l'a fait avec Anne-Margaret, par exemple. Que j'ai vu. Il paraît que c'est pas mal, je l'ai pas vu. Non, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est une autre pièce, parce que Baldwin, ça n'a jamais été une bête de sexe, tu vois, et l'autre, c'était Treat Williams qui l'avait fait. Baldwin, il avait quand même, quand il était jeune, cette espèce d'image avec le torse, tu sais, avec la très poilu. Poitrine velue, tu vois ça dans Working Girl, tu vois. Il avait un côté caricatural dans le côté macho, quoi. Moi qui ai vu les deux, tu vois, Baldwin et Treat Williams dans le rôle, je m'aperçois de l'apport de Brando. Ouais. C'est l'apport de Brando, c'est au-delà. C'est-à-dire, c'est une espèce de sexualité brute comme ça, tu vois, qu'avaient absolument pas les autres. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la manière de Norman Bates, qui est une espèce de gros homme, ou en tout cas quelqu'un de plus vieux dans le livre de Bloch, le premier choix pour la pièce de théâtre, c'était John Garfield. Donc un type qui était qui était plus badass, plus tough guy, mais le fait de rajeunir le personnage permet de faire passer justement plein de choses glauques et on reste avec lui pendant la pièce. Tu sais qui était le understudy de Brando ? C'est-à-dire Jack Palance. Ouais, c'est ça, le type qui devait le remplacer au cas où il lui arrivait quelque chose au théâtre. Et Anthony Quinn. Non, Anthony Quinn a pris la succession de Brando à Broadway. C'est ça. Ils ont fait Zapata ensemble, non, avec Anthony Quinn. Ouais, où je pense qu'Anthony Quinn aurait été meilleur que lui en Zapata. Parce que... Oui, parce que là, tu as le côté quand même méchant. Il a fait un autre film comme ça qui s'appelle Le vilain américain, dans The Ugly American, où il fait un Mexicain ou un Sud-Américain avec des moustaches. C'est assez caricatural. C'est ça, mais le plus caricatural, c'est celui où il joue un Japonais à la manière de Sean Connery. Ah oui, ça, c'est ça. C'était effroyable. La petite maison de thé. On ne vit que deux fois. C'est ça, voilà. C'était un peu le début de la fin de ces années de gloire. Tout d'un coup, il a mis le pied dans des films où il n'aurait jamais dû aller. Ouais. Comme Blanche Colombe et Vilain Messieurs. C'est ça. Mais j'ai lu qu'il commençait les antisèches très tôt. Effectivement, il est assez paresseux, naturellement. Non, mais il était de mauvaise foi parce qu'il disait pas que c'était de la paresse. Il disait que c'était plus spontané de découvrir le texte. Ce que dirait également par la suite Johnny Depp avec son oreillette, c'est qu'à chaque fois, ils utilisent la même excuse de spontanéité pour pas apprendre. Depardieu aussi, bien sûr. Et Brando avait des antisèches de plus en plus importantes. Il paraît que je sais plus sur quel film, il y avait carrément une montagne sur laquelle on avait peint son texte. Mais il paraît qu'il le faisait pas au tout début. Il paraît que je crois que j'avais vu une interview une fois de Richard Harris, l'acteur Richard Harris. Magnifique. Qui racontait que tu peux noter dans la carrière de Brando le moment où son regard commence à descendre quand il joue, parce que ça veut dire que les antisèches, les pancartes sont par terre. Et il dit, avant, Brando regardait en l'air et progressivement, il s'est mis à regarder en bas. Quoi. Et tu sais, Richard Harris, il y a une anecdote très, très marrante. Il paraît quand il a tourné Les Révoltés du Bounty avec Brando, il était en dévotion devant Marlon Brando. C'est-à-dire c'était son modèle, sa raison de faire du cinéma, c'était son idole. Et dans le film qu'il a tourné après, il était tellement marqué qu'il a commencé à jouer vraiment comme Brando. Comme beaucoup d'acteurs. Et son metteur en scène avait coupé la première prise et lui avait dit « Richard, oublie Brando ». C'est beau. C'est drôle. Ouais. Mais à propos, pour terminer sur les oreillettes et sur les antisèches, je raconte souvent l'histoire où il était sur le plateau, il avait son oreillette, c'était un film, je sais pas où, je sais plus quel film, et il a chopé la fréquence de la police. Il était radio-amateur et radio libre. Et tout d'un coup, il commence à dire appelle à toutes les voitures, appelle à toutes les voitures. Il a retrouvé ses potes avec qui il discutait.
Mais il paraît qu'il commence le mumbling, c'est-à-dire cette espèce de... Mais ça pourrait presque faire un sujet de court-métrage. Hein. C'est-à-dire un type qui est en radio libre et tout d'un coup qui se met à parler avec un mec et c'est Marlon Brando, mais il le sait pas. Vrai, et tous les soirs, ils se donnent rendez-vous. Tu vois. Mais il paraît qu'il commence donc le mumbling, cette espèce de façon de jouer où il marmonne et on comprend à peine son texte et qui deviendrait sa marque de fabrique, avec Jules César en 1953, donc très tôt aussi dans sa carrière. Et ensuite, Philippe, tu parlais d'un film qui a été très important pour lui et qui annonce un petit peu cette espèce de rébellion teenager, tu sais, cette espèce de jeunesse rock'n'roll qu'on verrait avec Elvis. James Dean était très fan de Brando aussi. Et c'est l'invention du teenager, tout d'un coup, le blouson de cuir, le t-shirt blanc, alors que l'Amérique, avant, tu passais de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Et tout d'un coup, on reconnaît l'adolescent avec L'équipé sauvage, de Wild Sauvage, oui, où il jouait un chef de gang de bikers. Ouais. Le problème, c'est que avec Lee Marvin, d'ailleurs, qui jouait son adversaire. Fantastique. Et le problème, c'est qu'ils avaient 30 ans tous les deux et qu'ils jouaient des gens de 21 ans maximum, tu vois. Grand classique du cinéma. C'est souvent le cas. Hein. Toujours. Regarde Grease. Grease, il a 30. Je sais, mais là, ça se voyait beaucoup, tu vois. Et donc, tu les voyais un peu âgés, lui était déjà un peu corpulent. Ouais. Marvin avait les cheveux gris et il était censé jouer des ados rebelles, tu vois. J'adore ça. Il s'entend très mal avec Laszlo Benedek, le metteur en scène. Donc on voit déjà ce côté rebelle. C'est pas terrible, L'équipé sauvage, quand tu le vois. Ça a beaucoup vieilli. Ça a beaucoup vieilli, effectivement. Les transparences sont insupportables. Et même Brando, le jeu de Brando a morflé quand même. Hein, parce qu'il met 2 heures à sortir une réplique, il marmonne énormément. Ouais. Et en plus, il avait par-dessus le marmonnement, il avait cette voix nasale. Tu sais qu'il faisait parfois un peu voix de canard dans certains films. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est parfois difficile à comprendre et même à comprendre le personnage. Ouais. On peut se demander pourquoi il parle comme ça. C'est Howard the Duck. Mais en 1954, il fait peut-être son plus grand rôle, en tous les cas dans cette première partie de carrière, qui est Sur les quais. Où il retrouve Elia Kazan. Oui, qui est un film qui n'a pas vieilli du tout, là, pour le coup. C'est un chef-d'œuvre du cinéma américain. Il paraît que c'était Sinatra qui devait jouer le rôle au départ. Quoi. Parce que ça explique après qu'ils se détestaient, il paraît, Sinatra et Brando. Et pendant le tournage de Blanche Colombe et Vilains Messieurs, Guys and Dolls, il paraît que c'était un enfer parce qu'ils ne voulaient même pas s'adresser à la parole. Quoi. Parce que tu sais que Sinatra voulait le rôle principal de Blanche Colombe. Parce que c'était un chanteur et le mec chantait pendant tout le film. Ouais. Mankiewicz a voulu Brando pour ce rôle qu'il ne savait pas chanter. Et effectivement, quand tu vois le film, il chante comme une savate. Quoi. et Sinatra était en rage parce que chaque scène, il dit « Putain, moi je l'aurais fait 10 fois mieux. » Tu vois, et ça participait de cette haine qu'ils ont entretenue pendant très longtemps. Et ça devait être quand même compliqué pour Sinatra de voir la scène du parrain où tu vois Brando qui engueule le crooner. Il en voulait. Je crois qu'il a failli en venir aux mains avec Mario Puzo parce qu'il en voulait vraiment. C'est ce qu'on raconte, ce qu'on voit dans The Offer. C'est ça. Mais en tous les cas, Brando en veut beaucoup et manque de ne pas faire le rôle à Elia Kazan du fait qu'il a balancé des noms pendant le McCarthyisme. Ouais. Et ça lui collerait toujours à la peau d'ailleurs. Il rencontre Karl Malden qui deviendrait une espèce d'acting partner, un petit peu comme Pacino avec John Cazale, puisqu'on verrait qu'ils feraient beaucoup de films ensemble et qu'ils travaillent très bien ensemble. Lee Jacob est fantastique et bien sûr Rod Steiger dans le rôle de son frère, dans une de ses plus belles performances. Qui est la première fois, en fait, qu'on voyait Steiger dans un rôle proéminent, en tout cas. C'est ça. Et c'est également le premier rôle de Eva Marie Saint. Moi, je l'ai revu récemment. C'est quand même un film qui a pas bougé. Tu vois quand même que c'est un film qui date de son époque. Mais c'est quand même incroyablement puissant sur le plan dramatique. Enfin, c'est un modèle, quoi. C'est-à-dire, tu regardes ça. Et même, moi, je trouve que c'est... Autant Brando a pu devenir caricatural dans certains films... autant là je trouve, même s'il marmonne, même si je trouve quand même qu'il est vraiment, je me demande si c'est quand même pas son plus grand rôle, quoi. Ouais, c'est très possible, effectivement. Il gagne d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur et il fait l'année suivante un film qui s'appelle Désiré où il joue Napoléon. Qui est pour moi son entrée dans la débâcle. Ouais. C'est-à-dire il joue Napoléon, il n'a pas le rôle principal, c'est Gene Simmons qui l'a. Et le bassiste de Kiss. Oui, c'est ça. Et voilà, et son Napoléon, c'est pas qu'il soit mauvais, mais c'est déjà le musée Grévin, tu vois. Il méritait pas ça, Brando, à l'époque. Bien sûr, mais il cachetonne peut-être déjà à l'époque. Et en 1955, donc il fait Guys and Dolls, comme vous le disiez. Il s'entend très mal avec Sinatra, qui le surnomme Mumbles. Parce qu'on comprend pas un mot de ce qu'il dit. J'imagine sur le parrain entre Robert Evans et Brando, ça devait être les deux. C'est dommage qu'il montre pas ça dans The Offer, effectivement. Mais il a un peu le même rapport avec sa mère que Elvis avait avec la sienne. Elvis qui est un très grand fan de Brando aussi. Et c'est son père qui s'occupe également de ses affaires, comme le père d'Elvis. Donc il y a pas mal de parallèles aussi bien au niveau du poids qu'au niveau de la façon de gérer sa carrière.
Laurent est en train de réajuster son micro. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Comment ça se fait que son micro tombe comme ça? C'est bon? Ça y est. Ok, bravo. 1958, Philippe, Les Jeunes Lions. Les Jeunes Lions, alors film qui a été très controversé, entre autres par la prestation de Brando, qui avait accepté le rôle pour montrer un nazi sympathique. Ça rappelle Brad Pitt dans 7 ans au Tibet. Voilà, qui était un gros paradoxe parce qu'il l'a joué comme un type sensible. Il s'est fait la tête de Hamlet, avec les cheveux blonds peroxydés comme ça. Et il joue un type sensible, délicat, doux. Et qui était horrifié par ce que faisaient les nazis, les camps de la mort, ça le choquait horriblement, etc. Et il paraît que même Dimitri, le réalisateur, essayait de calmer ça parce que ça allait trop loin, tu vois. Et à la fin, il se fait descendre par erreur par Montgomery Clift. Et quand il dévale la pente, alors c'est du pur Brando, quoi. C'est-à-dire, il roule le long d'une pente, il finit crucifié par terre, etc. Mais ça devient une espèce de Christ nazi complètement absurde. Et le film, il est difficilement regardable à cause de ça aujourd'hui. Hein. Ouais. 1960, il fait The Fugitive Kind. C'est le film qu'il a tourné en France. Hein. C'est Le Bal des Maudits, hein, c'est ça? C'est ça. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'IDEC, j'avais participé à un court-métrage où il y avait Dora Dole, l'actrice Dora Dole qui jouait dedans. Elle nous avait raconté, parce qu'elle était dans le Bal des Maudits, et elle nous avait raconté le tournage avec Marlon Brando, si tu veux, et elle nous avait raconté que le mec était adorable à l'époque. Si il parlait un français impeccable. Je me demande même si elle n'avait pas eu une aventure avec, tu vois. Enfin, mais elle était très, très, très dithyrambique sur Brando à cette époque-là, en disant c'est pas du tout le gars qu'on a décrit. Enfin, donc, par moment, il devait être tout à fait vivable. Sûrement. Ouais. Probablement plus avec d'autres acteurs, des confrères qu'avec les metteurs en scène. Mais quel est le titre du Fugitive Kind, Philippe? L'homme à la peau de serpent. Voilà, et il a d'ailleurs le même blouson que Nicolas Cage, mon héros, il y a un truc dans Sailor et Lula. Il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est que le film commence par un gros plan de Marlon Brando qui passe devant un juge. Pour je ne sais plus quelle raison, et tant que c'est un vrai gros plan, il ne voit jamais le juge, on entend sa voix. Ouais. Et le juge lui pose des questions, et Marlon Brando répond comme Marlon Brando, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Qui ne voit de canard. Et je pense que Sidney Lumet, qui a réalisé le film, a assisté pour mettre une réplique du juge qui dit « Écoutez, parlez plus fort parce que je ne comprends rien. » Ce qui était drôle, c'est la fameuse scène de Jules César, enfin le fameux monologue de Jules César de Shakespeare, en fait, de Mankiewicz. Ça commence le monologue par « Lend me your ear », ça veut dire « tendez l'oreille ». Les critiques disaient qu'il fallait vraiment tendre l'oreille. Il donnait le mode d'emploi, c'est drôle. Mais sur l'homme à la peau de serpent, c'est vraiment le film, tu sais, qui arrive beaucoup trop tard. C'est-à-dire, c'était les années 60. Il joue le même rôle à peu près que Stanley Kowalski, mais avec 20 kilos de plus. Il est boudiné dans un petit truc en lézard, tu sais, un petit blouson en lézard. Il se trimballe avec une guitare comme un hippie. Et il est ridicule, quoi. C'est-à-dire, ça a été un bide. De toute façon, pratiquement tous les films c'est le mot avec Brando. Ils ont tous les films des années 60, pratiquement, se sont plantés. Hein. Bah justement, à propos, c'est l'année où ils rencontrent Stanley Kubrick et ils ont failli faire ensemble La Vengeance aux deux visages, un film que finirait par mettre en scène Brando. Il a de plus en plus des problèmes de poids. On voit que... mais c'est un film que j'aime bien. C'est un bon western à l'arrivée. Moi, j'adore ce film. Ouais. J'adore. On retrouve Karl Malden d'ailleurs. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Kubrick, mais c'est Peckinpah qui avait écrit le scénario. Ouais. Et il paraît qu'ils en sont venus aux mains avec Kubrick. Je vois pas Kubrick en venir aux mains. Moi non plus. Il était assez peureux. Et, je crois pas qu'il soit battu avec quelqu'un, mais il s'était engueulé, il paraît, sur le rôle du comparse, quoi. C'est-à-dire que Brando voulait à tout prix Karl Malden et Kubrick voulait Spencer Tracy. Wow. Et ils se sont engueulés là-dessus. Et il paraît que Kubrick arrivait pour les séances de travail d'écriture chez Brando et qu'il enlevait tout de suite son pantalon et qu'il se mettait en caleçon tellement il faisait chaud en Californie. Ça aussi, il faudrait le montrer, genre The Offer. Et à la fin du film, il s'enfuit avec la fille et t'as Karl Malden qui est à moitié mourant, qui lève le flingue et qui tire pendant qu'ils s'en vont. Et après, il s'arrêtait avec la fille pour demander ça va, et en fait, elle mourait. Elle avait été touchée par Karl Malden et elle mourait dans ses bras. Et le studio a voulu absolument retourner la fin où la fille ne mourrait pas. C'est-à-dire qu'il lui disait, Brando s'en allait seul et lui disait « Je reviendrai, un jour je taperai à ta vitre et ce sera moi, etc. » Et il s'en va. Et à part que quand ils ont retourné les scènes, Brando avait pris 10 kilos. Et que ça se voit énormément dans le film. Bah oui, parce qu'en plus, entre ce perfecto de Wild One et cette espèce de petit boléro à la James West, ce sont des tenues qui sont très difficiles à porter quand on est un peu fessu. On voit également une photo très connue où Jacques Tati lui a rendu visite sur le plateau, sur La Vengeance aux deux visages. L'année suivante, alors là, ça commence, c'est la véritable débâcle, c'est le fiasco, c'est les mutinés du Bounty.
Ouais. Il a mangé trop de Bounty, d'ailleurs. Hein. Il y a un vrai problème. Le tournage a débordé de plusieurs mois Ouais. et ça a été mis sur son dos. C'est-à-dire, je ne sais pas ça. si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, tout le monde a dit c'est la faute de Brando. Il était en retard, il ne connaissait pas son texte, machin, patati patata. Et au résultat, quand le film s'est planté, alors que c'est un plutôt bon film d'ailleurs, tout a été mis sur son dos et plus personne ne voulait l'employer. C'est ça, il est devenu aussi blacklisté que Kazan pour d'autres raisons et tout d'un coup, il devient l'acteur difficile, la réputation d'acteur difficile. Moi, je pensais que c'était un nanar, enfin que c'était pas un bon film. Je l'avais jamais vu. Je l'ai vu récemment et j'ai trouvé que c'était c'était bien, en fait. C'est bien. Hein. C'est un bon film. Ouais. 1963, The Ugly American, dont tu parlais brièvement précédemment. 3 films qui sont Bedtime Story, The Appaloosa et La Comtesse de Hong Kong, grand rendez-vous raté avec Charlie Chaplin. Et ça, c'est trop vieux. C'est le fin fond, c'est le fond de sa carrière. Le nadir. Non, puis surtout, les vogues le nadir. Il refuse Laurence d'Arabie quand même, tu vois, aussi, ouais. Qui était quand même, qui lui a été proposé en premier, quoi. Ouais. Et il a refusé. Alors je sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'il voulait pas aller dans le désert. Mais ça fait partie de tous ces acteurs qui ont eu des refus inexplicables pour après aller faire des films improbables. C'est-à-dire que t'as des acteurs comme ça qui ont vraiment décliné des rôles où tu te dis mais pourquoi ils ont refusé ce rôle-là. Moi, j'allais parler avec des acteurs connus parfois de ça justement, et ils me disent tous que des fois ils n'avaient pas juste envie de passer 6 mois dans le désert ou. C'est ça, oui. C'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent comme ça. Pour Apocalypse Now ou Ventura dans La Chèvre. Il voulait pas aller dans la jungle. C'est souvent tout simplement ça. Hein. Il regardait le plan de travail. Ou des raisons d'argent aussi, très souvent. Ouais. The Night of the Following Day, un titre. Ça, je l'ai vu, c'est un nanar. C'est catastrophique. Il y a Jacques Marin dedans. Tu vois un face-à-face Jacques Marin, Marlon Brando. C'est la Dream Team. Et Morituri, vous connaissez celui-là ? C'est pas mal, ça. Non, j'ai pas vu ça. C'est pas mal. C'est un film réalisé par un Allemand. Avec Bernard Vicki. Ouais, c'est ça. Avec Leo Brynner. Et Brando joue un rôle complexe, qu'il joue assez sérieusement, bizarrement. Enfin, il n'en fait pas trop du tout. Et il est pas mal. Il joue un lâche, un type un peu incertain, etc. Et il donne un peu de chair à ce personnage, alors qu'il aurait pu le faire par-dessus la jambe, comme tout ce qu'il faisait à cette époque-là. Ouais. À propos de Par-dessus la jambe, tu parlais d'un film qui est Candy, de Christian Marquand, qui est un film écrit par Terry Southern, l'écrivain de Dr. Strangelove, et où il fait une espèce de rôle de gourou absolument aberrant. Hindou, ouais, c'est ça. Donc là, du coup, c'est vraiment un des points les plus bas de sa carrière. Et le film est bien évidemment un énorme échec. Et il a disparu aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est assez drôle à voir au second degré. Ça doit être un nanar. C'est épique. Moi, je l'ai vu, le film. Psychédélique, non ? C'était toi. Oui, c'est moi. Et il est en lévitation pendant toute sa scène. Alors qu'il était déjà... Arrête, tu me donnes envie. Et vous avez vu Réflexion dans un œil d'or ? Reflet. Reflet dans un œil d'or. C'est un de ses bons rôles. C'est pas mal, ça. C'est John Huston, c'est ça ? Et Elizabeth Taylor, où il joue un homosexuel. Un major, un commandant un militaire, qui se révèle homosexuel, en tout cas, qui commence à se rendre compte qu'il l'est vraiment. C'est ce qui était encore tabou à l'époque, d'ailleurs. Et il est très bien dedans, parce qu'il là, pour le coup, il y a une scène qui est très connue, où il donne des cours à des jeunes soldats, tu vois. Et il est sur le pupitre, sur l'estrade. Et tu vois petit à petit qu'il n'arrive plus à se rappeler de la leçon parce qu'il a vu passer un type à cheval. À poil sur un cheval, non ? À poil sur un cheval, quand même. Et tu vois son regard qui dérive. Comme vous y allez. Et il joue tellement bien que tu sais à quoi il pense. Et tu sais qu'il n'arrive plus à concentrer ses pensées sur son cours. C'est assez fantastique comme scène. C'est drôle. En 1966, The Chase, Arthur Penn, Robert Redford. Alors, ce qu'on appelle, à mon avis, un grand film malade. Ouais. Mais lui est très bien dedans. Oui, il se fait tabasser de façon... Moi, je trouve le film pas mal. Hein. Ah oui, c'est ce que je dis. Mais ça aurait pu être un chef-d'œuvre et c'est juste un très bon film. Moi, j'avais interviewé Arthur Penn une fois. Quand tu lui parlais de ce film, c'est comme si tu lui parlais tu sentais que la plaie était vive encore. Et tu lui disais, je suis désolé, mais c'est quand même... c'est tout à fait... il a fait des films, Arthur Penn, qui sont bien moins bons que The Chase. Tu vois. Mais pour lui, c'était une catastrophe. Ça avait dû être dur, peut-être, sur le plateau avec Brando, non ? Non, c'est surtout qu'on lui avait refait le montage. Enfin, que c'était pas lui qui était responsable c'était Sam Spiegel, le producteur. Et tu connais évidemment la fameuse histoire où il s'est vraiment fait tabasser par les partenaires dans une scène où il est passé à tabac par les gens de la ville qui viennent le voir dans son bureau de shérif. Et il avait, sans dire à Arthur Penn, je crois, il avait vu ses partenaires. Il leur avait dit retenez pas vos coups.
Les mecs disaient non, mais quand même. Et tout. Et il avait dit vous êtes tous des minables, vous êtes des seconds rôles, vous êtes des nazes, vous osez même pas me toucher tellement vous êtes peureux. Les mecs, il les a rendus fous furieux. Ouais. Et au moment de action, ils ont tapé. Et ça se voit parce que tu as des plans de poings qui s'enfoncent dans son ventre. Dans son gros ventre. Et à la fin, quand ils ont fini le passage à tabac, il a un œil gonflé, ce qu'on voyait jamais à l'époque. Hein. C'était pas du maquillage, il avait un œil gonflé énorme. Il pissait le sang, il y avait du sang partout sur sa chemise. Ouais. Et c'est pas faux, hein. Il n'était pas du tout raccord alors pour les autres plans, parce que les films sont rarement tournés de façon chronologique. Je pense qu'ils ont dû arrêter de tourner une semaine, avec lui en tout cas, parce que c'était pas possible dans l'état où il était, tu vois. Moi, ce qui m'a impressionné avec Arthur Penn, c'est que quand tu le rencontrais, c'était un tout petit bonhomme, très frêle, très timide, et tu te disais, le mec a quand même dirigé Brando, Nicholson, Redford, Gene Hackman, Warren Beatty, enfin des gars qui sont pas considérés comme des acteurs faciles, tu vois. Et comment il arrivait à faire marcher ces mecs droit, tu vois, même Paul Newman, enfin toutes les grandes stars hollywoodiennes, Faye Dunaway, Dustin Hoffman, les plus durs effectivement. Et quand tu le voyais, c'était, on aurait dit Woody Allen presque, tu vois, une sorte de petit bonhomme. Mais je crois qu'il a toujours beaucoup souffert sur le plateau, Arthur Penn, d'après ce que j'ai entendu. Il a peut-être souffert, mais le résultat était souvent quand même assez Arthur Penn, impressionnant. C'est normal. Quand tu vois Miracle en Alabama, quand tu vois, il a pas toujours fait des chefs-d'œuvre, mais moi je trouve qu'il a quand même fait 5-6 grands films. Arthur Penn. Et c'est vrai qu'on parle assez peu de lui. J'aurais bien voulu voir quand même comment ça se passait sur le plateau, parce que c'est lui qui a quand même annoncé le nouvel Hollywood avec Bonnie and Clyde. Warren Beatty qui était producteur aussi. Enfin, c'est pas des gars qui étaient faciles à diriger. On dirait que tu viens de lire la liste, tu sais, la Life is Too Short list. Ces acteurs qui sont les pires avec qui personne ne veut travailler. Alors il avait une réputation quand même qui venait du théâtre, tu vois, pas aussi prestigieuse que Kazan, mais il était quand même assez respecté comme metteur en scène de théâtre, comme Mike Nichols d'ailleurs aussi. Quoi, tu vois. Et Penn te racontait qu'on lui avait proposé L'Exorciste, enfin que c'était quand même un des mecs de la top list dans les années 60 et début 70. Absolument, Ensuite, en 1969, à propos d'années 70, vient le film préféré de Brando de sa filmo, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui est mentionné dans The Offer, qui est Burn. Quemada. Voilà. Superbe film. Ah oui, vraiment. Superbe film. C'est un film qu'il a fait alors qu'on lui avait proposé un autre film, je ne sais plus lequel c'était. On lui avait proposé quand même un rôle très important dans un autre film. Je sais pas, ça va peut-être me revenir, mais il est parti faire Quemada. De Gilles Pontecorvo, c'est ça? Gilles Pontecorvo. Et c'est un très beau film. C'est un très très beau film. Et Brando est remarquable. Metteur en scène de la bataille d'Alger. C'est ça, voilà. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est quand Brando est très très bien, comme dans Quemada, par exemple, il n'a plus du tout l'éthique acteur studio. Plus du tout. C'est étonnant. Donc il force. Il joue pas naturellement comme ça. Alors que tu vois, dans The Chase, il y a encore des traces de l'acteur studio. Mais il est dirigé comme Arthur Penn, qui était prof à l'acteur studio. Voilà. Donc tu as encore l'éthique qui reviennent. Tu vois, le côté, on se prend le fond. Parce que cette fameuse méthode, faut quand même dire peut-être un mot, c'est que c'était se détacher un petit peu du texte pour favoriser l'improvisation, favoriser l'intériorité du personnage, enfin de faire un travail qui n'était pas... Vivre avec le personnage. C'est ça. C'est devenu un peu caricatural après, mais avec des gens comme Daniel Day-Lewis, dont il faut les appeler du nom de leur personnage sur le plateau, et surtout qui n'en sortent jamais, si tu veux. Mais ça, malheureusement, ça a été une licence pour plein d'acteurs pour être des connards, parce que tout d'un coup, tu joues un psychopathe, et tu te comportes comme un psychopathe avec tout le monde. Notamment, on a vu Joaquin Phoenix, paraît-il, sur Joker, était insupportable, sans parler d'un autre Joker qui était Jared Leto, qui envoyait des rats morts à Margot Robbie et des capotes usagées à Will Smith. Alors là, c'est plus possible, si tu veux. C'est pas tellement ça, l'acteur studio. L'acteur studio, d'abord, moi, je les repère très vite, les adeptes, parce que ils jouent avec les accessoires. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, c'est que ça. C'est-à-dire, en gros, ils rentrent dans une pièce, ils voient un crayon, ils chopent le crayon, et après, ils se le mettent dans l'oreille. Brando, il faisait ça vers la fin de sa carrière, mais c'était... Brando, il y a un film qui s'appelle La Formule, qui est une espèce de thriller. Et en fait, tu le vois, il est à un bureau tout le temps. Tu vois, je crois qu'il est assis tout le film. Et il y a une espèce d'échelle, quoi, comme un truc de grenouille pour la météo. Et tu le vois, il joue avec l'échelle quasiment pendant toutes les scènes. C'est ça. C'est fou. Vous avez vu The Nightcomers? Ouais, moi j'aime bien ça. Oui, qui est bien. Et lui est bien aussi. Mais il est glauque comme jamais. C'est drôle. Il est assez gros dans The Nightcomers. C'est un film qui raconte le prequel du Tour d'écrou, des innocents de Jack Clayton, la nouvelle d'Henry James, et qui raconte en gros l'histoire du garde-chasse, enfin les deux fantômes en fait du Tour d'écrou. C'est un couple sadomaso. C'est dur à dire le Tour d'écrou sans faire. Et deux enfants qui sont témoins en fait des jeux sexuels sadomaso d'un garde-chasse avec sa maîtresse
maîtresse, Wow. qui est la domestique. Ouais. Et tu vois des scènes quand même pour l'époque, qui sont 1970, 71, C'est 11, ouais. qui sont quand même un peu... Il y a des scènes sadomaso assez costauds pour l'époque quand même. Et c'était Michael Winner surtout qui fait la mise en scène. Et c'est le film en fait où Coppola est allé voir C'est ça. Brando sur le tournage pour lui proposer le parrain. Enfin, pour J'allais en parler justement, grosse année 1972. Mais c'est un film qui vaut le coup quand même. Ouais. Mais pour finir avec The Nightcomers, tu parles des scènes de sexe qui sont effectivement assez poussées, assez osées, quoi. Ouais. Brando joue et il est utilisé comme s'il était encore le mec du Tramway nommé Désir, Ouais. alors qu'il l'est plus du tout physiquement, tu vois. Et non, mais ça donne un côté très malsain aux scènes, alors que s'il l'avait joué quand il avait 25 ans, ce serait passé comme une lettre à la poste. C'est le tu vois. principe de Stanley Kowalski, justement. Non, mais c'est ça qu'il y aura dans le dernier tango aussi. C'est-à-dire que quand dans le dernier tango, il y a des scènes érotiques et même très choquantes, alors qu'il n'est pas physiquement au top, si tu veux. Mais il est beau encore, alors que dans Nightcomers, il a les cheveux gras, il est moche. Mais quoi, justement, la même année, donc, le Godfather, qui est son grand comeback, et il est moins gros qu'on ne le pense d'ailleurs dans le film, quand tu regardes le film, et puis il est vieilli surtout pour le rôle. Il s'est mis des trucs dans les joues. C'est ça, il est allé très loin dans la Il a composition. 47 ans quand il tourne le parrain. Il est incroyablement jeune. Il est censé faire un mec de 65. Ça rappelle le père Mérine sur l'Exorciste, en fait. C'est des gens que... Mais le père Mérine, ce qu'il y a, c'est qu'il paraît que Max von Sydow, il faisait déjà beaucoup plus vieux que son âge, quoi. Et qu'en fait, quand ils lui ont fait le maquillage du père Mérine, il paraît que si tu prends une photo du père Mérine maquillé dans l'Exorciste et que tu mets Max von Sydow vraiment à 75 ans après, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le transformer avec sa tête. Ce qu'il allait devenir, c'est drôle, ouais. Mais donc, il fait... c'est une renaissance, puisqu'il enchaîne, comme tu disais, par le dernier tango à Paris, qui est un succès. Enfin, après, on ne va pas revenir sur le parrain. On a fait une spéciale parrain, c'est pour ça que je le survole assez rapidement. Casting, c'était pas lui qui voulait. Enfin, tout le monde connaît ça. Voilà, exactement. Donc, le dernier tango à Paris, peut-être ferons-nous une spéciale tango à Paris un jour. C'est un peu c'est un film aujourd'hui qui est plus du tout à la mode, parce que à cause de toutes ces histoires avec Maria Schneider, qui, à mon avis, ont été quand même un peu exagérées. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il a vraiment violé Maria Schneider. Non, mais en tous les cas, ils ne l'ont pas prévu. Ils ne l'ont pas prévenu pour cette fameuse scène du beurre, et ils l'ont quand même participé de son traumatisme. Ils ne l'ont pas prévenu. Ouais, mais enfin bon, franchement, pourquoi elle n'a pas arrêté le tournage? Pourquoi Je sais pas, tu es une toute très très jeune femme, elle était quasiment une ado, et elle se retrouve face à ces deux monstres qui sont Brando et Bertolucci à l'époque, et c'est quand même difficile, je trouve. Hein. En plus, avec ses problèmes de drogue, je crois qu'elle avait. Ah oui. Donc tout ça. Ouais, ça a été surtout après. Ça n'a pas dû arranger les choses, en tous les cas. Mais le film a vieilli aujourd'hui. C'est-à-dire il y a toute une partie du film, en tout cas, avec Jean-Pierre Léaud, tout ça. C'était déjà, à mon avis, à l'époque, assez difficile avec ce gars qui se prend pour un metteur en scène de la Nouvelle Vague. Ça, c'est dur, ça, effectivement. Mais il y a quand même, moi, je trouve, toutes les scènes dans l'appartement, toutes les scènes où tu vois Brando parler à sa femme morte, tu vois, il y a quand même des scènes très fortes. Mais il joue incroyablement bien. Le premier plan, là, quand tu le vois sous le pont Birakem avec le métro qui passe, se bouche les oreilles. Il y a une vraie ambiance, mais il a regretté de faire le film. Lui aussi, comme Maria Schneider, ils ont pensé on parle de méthode, j'ai une anecdote que m'a raconté un technicien du dernier tango à Paris, donc c'était tourné en France, donc c'était que des Français, les machinaux et tout ça. Et il y a une scène où il m'a raconté qu'une scène où Marlon Brando doit rentrer dans une pièce et regarder le cadavre de sa femme qui est couchée sur un lit. Et à un moment, son épaule devait cogner une armoire qui était dans la pièce. Il levait la tête et il voyait une valise. Et je me souviens plus du film assez bien pour savoir où ça menait, tout ça, mais en bref. Donc ils font une ou deux répètes comme ça, il cogne son épaule, il lève la tête, il voit la valise. Il disait à Bertolucci, ça va pas, ça déconne cette scène, ça marche pas, etc. Et il est parti bouder dans un coin. Et après, il a chopé l'accessoiriste. Et il lui dit, t'as les clés de la valise? Et le mec lui dit, ouais, je pense. Il dit, mets-les sur la serrure, mets-les dans la serrure de la valise. Il recommence la scène, il cogne avec son épaule, t'entends gling-gling, il lève la tête, et c'est ça qui attire son regard, c'est le gling-gling. Et tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème sur la scène. C'est une belle idée d'acteur, effectivement. Ouais. Il sauve la scène, effectivement. Ouais. C'est drôle. J'aime beaucoup. En 1976, il rencontre Jack Nicholson. Jack Nicholson, c'était une de ses idoles. Brando, il finirait par être voisin à Mulholland. Jack Nicholson raconte que la nuit, à minuit, il arrive dans sa cuisine et il voit Brando en train de dévaliser son frigidaire. Parce que Brando avait mis un cadenas sur son propre frigidaire pour pas être tenté. Et il allait dévaliser le frigidaire de Jack Nicholson. Enfin, il faut quand même se remettre à l'époque avant. Hein, sur la même année, il y a quand même Le Parrain et Le Dernier Tango à Paris qui sortent. C'est deux des plus gros succès de l'histoire du cinéma de l'époque. Parce que Le Dernier Tango, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un très gros succès,
Ça paraît, parce que quand tu vois le film aujourd'hui, c'est quand même pas un film hyper grand public et les scènes de sexe sont finalement pas si nombreuses. Oui, mais c'était ce côté un peu Emmanuel, le côté un peu scabreux des gens qui voulaient aller voir le film scandaleux, entre guillemets. Oui, mais quelque part, pour quelques scènes de sexe qui durent quelques secondes dans le film. Oui, mais à l'époque, c'est pré-YouPorn et c'était très. Oui, mais c'est pas Emmanuel, tu vois. C'est beaucoup plus soft que ça. chante le corps d'Emmanuel. Et le scandale a été énorme. Donc le mec fait quand même un comeback avec 2 films qui sont des énormes cartons la même année. Aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si on avait eu Travolta qui était revenu après et qui la même année faisait Pulp Fiction et je sais pas, un énorme carton aussi. Quoi, tu vois, c'est vrai. Mais donc Missouri Breaks, moi c'est un film que j'aime bien. Avec Nicholson. Alors ça aussi, Arthur Penn, il te disait que... faut dire qu'il a fait n'importe quoi, Brando. Ah oui, il disait que ça avait été un cauchemar. Ouais, j'imagine. Mais il rend le film difficile à regarder quand même, hein, Brando. Il est rigolo. Oui, il est rigolo quand même. Mais c'est un clown. C'est rigolo, mais c'est salaud. C'est un peu comme une vache qui pisse dans un Il paraît que quand tu le vois habillé en grosse bonne femme et tout ça, c'était pas dans le scénario. J'imagine. C'est lui tout d'un coup qui dit tiens, j'aimerais le jouer habillé en femme. Ah ouais. Arthur Penn lui dit c'est pas une bonne idée, Marlon. Bien sûr, mais il capitalise sur ses succès en faisant Jor-El, le père de Superman, où il arrive devant le Salkind, je crois, le producteur, et lui dit bah voilà, et si c'était une valise verte ou un donut, tu vois, etc. Il commence à dire n'importe quoi, et il est payé 3,7 millions pour 2 semaines de tournage. Ouais, il a une djellaba fluo, une perruque blanche de Louis XVI. Incroyable. Il est incroyable dans le film. Hallucinant. En 1979, il va à la télévision. Il fait la série télé Roots, Racine. Il fait un néo-nazi en plus, je crois. Ouais. C'est ça. Et 1979, Coppola, qui n'a pas appris sa leçon, va le rechercher pour jouer le rôle du colonel Kurtz. Apocalypse Now, c'est même 76, parce qu'il a tourné ses scènes en 76. Waouh, tu te rends compte, 3 ans avant. Mais peut-être que Coppola avait vu Roots, parce que moi je l'ai vu, sa scène, il a une grande scène dans Roots. Ouais. Il joue un espèce de colonel Kurtz nazi, quoi. Ouais. Mais moi j'avais du mal avec Brando dans Apocalypse Now à l'époque, mais en le revoyant, je trouve qu'il est quand même assez étonnant dans cette espèce de gros Bouddha. Il amène quelque chose de mythologique, un petit peu comme Corleone. C'était pas du tout le premier choix. Hein. Non. Ils ont tâtonné pas mal. Et Paul Schrader, on a discuté avec lui. Lui, il pense que c'était une erreur, Brando, dans Apocalypse Now, que ça fout le film en l'air, lui. Il trouvait Kubrick, il paraît, pensait ça aussi. Michel Simon m'avait dit c'est possible. A priori, c'est un Lee Marvin ou un Charles Bronson, si tu veux, qu'il fallait. Mais Paul Schrader, il disait qu'il fallait Gene Hackman. Tu vois. C'est possible aussi, mais moi, j'aime presque plus Kurtz que Willard. C'est Willard qui me gêne. Brando, il en fait des tonnes dans le film et tout ça, mais il apporte un truc mythologique. C'est ça. C'est-à-dire que si on te dit que ce colonel Kurtz, c'est un gars... donc il amène... Tu parles de lui pendant tout le film et tu le vois pas. Ouais. Donc tu as besoin d'un acteur comme ça. Absolument. C'est pour ça que je suis revenu sur mon jugement. C'était lui ou t'aurais pas pu prendre Orson Welles parce que c'était déjà trop vieux. Non. Il fallait un gars qui représente quand même l'histoire du cinéma. Qui arrive avec un bagage comme ça, effectivement, ce qu'il voulait faire avec Corleone et il voulait répéter ça avec Kurtz. Oui, mais Corleone, à l'époque, il était has-been, c'est-à-dire c'était un vrai pari parce que c'était au moment d'Apocalypse Now, il y a déjà Le Parrain, il y a déjà Superman, tu vois, c'est déjà... Oui, mais tu as quand même Terry Malloy, Stanley Kowalski qui revient tout d'un coup. Mais c'était pour la nouvelle génération. Ça voulait pas dire grand-chose. Il était déjà réinstallé pour la nouvelle génération. Le Parrain avait quand même... le dernier Tango l'avait remis sur la... Donc quand tu le choisis pour faire Apocalypse Now, c'est moins risqué que quand tu le choisis pour faire Le Parrain. C'est vrai. Mais imagine Apocalypse Now avec tous ces scénarios où toutes les distributions qu'ils ont eues avec... que ce soit pour Willard ou pour Kurtz, ça aurait pu être un film complètement différent. Et c'est vrai que la dernière partie du film, ça devient... Enfin, ça doit être de l'impro aussi. Hein, c'est de l'impro. Complètement. Ce que j'aime bien, c'est sa relation avec Dennis Hopper. Comme il lui jette des mangues au visage et il veut pas être dans la même scène que lui. Je crois que ça se passait très mal entre eux. Très mal. Je crois que Dennis Hopper disait que l'autre voulait presque le buter, quoi. Ouais. En tous les cas, il est censé toucher $1 million par semaine pour 3 semaines de tournage. Et on voit sur le magnifique documentaire de Eleanor Coppola, Hearts of Darkness, il réécrit le film au jour le jour avec Coppola sur le plateau et qui fait durer exprès pour toucher encore plus d'argent et que les autres deviennent fous. Et il finit par toucher 9 millions de dollars. C'est un type qui méprise le métier d'acteur, qui trouve absurde qu'on le paye, je pense. Il s'amusait à voir jusqu'où il pouvait aller, je pense. Donc, et il voyait que les mecs lui donnaient finalement tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Et je pense qu'il y avait une vengeance aussi de toute cette époque où il avait été has-been, méprisé. Donc c'est payback, tu vois. Absolument. Je vais vous faire chier. Ouais. Et il a dépassé les bornes. Et peut-être qu'il attendait qu'il y ait quelqu'un qui lui dise je te vire. Ou, tu vois, enfin, il y a souvent des acteurs comme ça qui sont insupportables. Et comme toujours, cette volonté de se faire punir comme un enfant. Qui attendent qu'on leur donne une baffe et que finalement personne n'ose leur donner. Et du coup, ils sont de plus en plus odieux. Quoi. Absolument. La formule,
on en a parlé. Et A Dry White Season de Zan Falsi, où tout d'un coup, il revient dans les années 80. Et les années 90, 3 films qui sont The Freshman, Don Juan Di Marco et The Brave. The Freshman, il faut en parler parce que c'est un pastiche du Parrain. Ouais. Et c'est, je crois, unique dans l'histoire du cinéma où Marlon Brando fait lui-même son autocaricature dans le rôle du personnage qui a inspiré Don Corleone. C'est n'importe quoi. Mais il est formidable parce que là, il pèse 200 kilos. Il reprend les mimiques de Don Corleone et il joue en fait un espèce d'importateur d'animaux rares qui fait des trafics avec des gens richissimes pour leur servir des plats du dernier dragon de Komodo. Et dedans, il est incroyable parce qu'il il s'amuse de Don Corleone. Et là, une ou deux scènes émouvantes, tout d'un coup, avec on voit tout d'un coup de nouveau cet acteur magnifique qu'il a été. C'est avec le copain de ton père, Mathieu Broderick, l'ennemi de la famille. Il y a Pénélope Ann Miller aussi, l'actrice de Carlitos Way. Dedans. Et l'actrice, elle dit, c'est un truc assez marrant, elle dit j'ai tourné avec les 3 parrains. C'est-à-dire qu'elle a tourné avec Marlon Brando, elle a tourné avec Al Pacino dans Carlitos Way et avec Robert De Niro dans L'Éveil. C'est drôle. C'est vrai. Et dans le Freshman, il y a Maximilian Schell qui était avec lui dans Le Bal des Maudits. Ah, d'accord. Donc c'est une espèce de réunion tout d'un coup. À propos de films fous et aberrants, L'île du docteur Moreau, où tout d'un coup il fait n'importe quoi avec un seau à glace sur la tête, une petite personne qui est habillée comme lui. Et c'est comme un Missouri Breaks, là. C'est-à-dire c'est le mec qui tout d'un coup... En liberté totale. Alors il paraît qu'il avait signé, il aurait dû faire la parodie de l'Exorciste, où il joue le père Mérine, non, mais Possessed, je sais plus si c'est... Repossessed. Et en fait, il est tombé malade, mais il paraît qu'il voulait le faire. J'ai entendu parler de ça. Et en fait, je crois que c'est James Woods qui l'a remplacé. Absolument. Sinon, 2001, The Score, où il est avec Edward Norton et Robert De Niro, dont on parlait. Et c'est incroyablement décevant de voir côte à côte avec De Niro et qu'il ne se passe rien. Absolument. C'est comme le truc avec Pacino et De Niro, là, Righteous Kill. Oui, horrible. Voilà. Très grand ami de Michael Jackson. Il passe quasiment toute la fin de sa vie au Neverland Ranch. Et j'imagine ces 2 monstres à table, si tu veux. Je comprends pourquoi d'ailleurs ils se sont retrouvés. Et Brando, paraît-il, était très heureux là-bas parce qu'il avait son garde du corps, son chef personnel, et que Michael Jackson s'occupait de lui vraiment avec un grand soin, si tu veux. Sinon, il y a une anecdote aussi, j'avais vu Sean Penn un jour raconter une anecdote assez marrante. Il racontait qu'il était allé au Mexique pour essayer de convaincre, je crois, est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez ? Il voulait monter un film avec Marlon Brando d'après un bouquin, je crois, de Garcia Marquez, L'automne du patriarche ou un truc comme ça. Et en fait, au départ, Garcia Marquez voulait pas, machin. Donc, ils vont voir. Il amène Marlon Brando, si tu veux, quoi. Et il l'amène en avion privé parce qu'il dit c'est compliqué avec Marlon quand tu voles commercial parce que dans l'aéroport, tout le monde le regarde, machin. Et donc, ils arrivent à Mexico pour voir Garcia Marquez. Et il se trouve que Garcia Marquez, je sais pas, est pas là ce jour-là. Donc en fait, les mecs se retrouvent coincés à Mexico avec l'avion qui est reparti et n'ayant rien à foutre à Mexico. Donc comment on va faire ? Donc on peut pas prendre un vol commercial parce qu'avec Marlon, il faut trois sièges. Tu vois. Et donc Penn se dit mais merde, comment on va faire ? Et puis il se souvient en fait qu'il vient de faire un film avec John Travolta, Penn, et que John Travolta a jamais rencontré Marlon Brando. Et John Travolta a un avion. Donc Penn appelle Travolta en lui disant je suis coincé à Mexico avec Marlon. Est-ce que tu pourrais venir nous chercher ? Et l'autre dit mais oui, tu vois. Et il paraît que Travolta est arrivé dans son avion, parce que perso s'est posé. Scène de film. Il paraît qu'ils sont allés vraiment faire la bringue tous les trois, que Brando et Travolta sont devenus les meilleurs amis du monde, si tu veux. Et Penn dit que c'est 2 des meilleurs jours qu'il a jamais passés. C'est-à-dire c'est avec et il paraît qu'après tu avais Travolta qui faisait des massages à Brando parce que Brando avait mal à une jambe et l'autre avec la scientologie pensait qu'il avait des pouvoirs, tu vois, et l'autre disait que ça marchait, quoi, tu vois. C'est magnifique. Mais ça aussi, d'entendre Penn qui racontait ça, et Penn avait l'air, tu peux voir la vidéo je crois sur YouTube, Penn a l'air sous drogue ou je sais pas comment tu racontes ça, parce que tu croirais qu'il a la tête du mec de Carlitos Way, tu vois, t'as je sais plus qui est l'intervieweur qui lui dit je crois que vous avez vécu un truc quand même pas banal avec Marlon Brando et John Travolta, et tu vois Penn qui le regarde et qui fait yes. C'est drôle.
Mais donc, à la fin de sa vie, il a bien sûr des difficultés respiratoires. Il est Attends, toujours dans un... Je te coupe parce que tu n'as pas cité le nadir total de sa carrière, qui est un carnage, mais sans fond. D'ailleurs, personne ne connaît le film. Ça s'appelle Free Money. Ah ouais. Ah non. Et personne connaît. et c'est une espèce de film qu'ils ont dû tourner en 3 semaines avec un tout petit budget. Il joue un gardien de bagne ou un directeur de bagne, rouquin, avec une moustache de morse, et ils ont rasé le crâne. Donc il est absolument méconnaissable. Incroyable. Il y a une scène où il croise Martin Sheen. Tu sais, du genre, il se regarde, il fait « Je vous ai déjà vu, vous ». Comme la scène dans Hot Shot, où Martin Sheen rencontre Charlie Sheen en disant... C'est ça. Ouais. Et là, c'était ça. Et Brando, alors là, c'est plus que... Tu sais même pas ce que c'est. Il joue comme Paul Prébois. C'est complètement dingue, quoi. Et alors, il paraît qu'il y a eu un projet... De Palma m'avait dit que lui, c'était pas quand il était là. Parce que il y a eu un autre metteur en scène envisagé avant lui. Mais dans Carlitos Way, il y a eu à un moment un casting envisagé de Marlon Brando dans le rôle de David Kleinfeld, le personnage joué par Sean Penn. Wow. Et ils imaginaient faire la réunion Pacino-Brando, mais là, dans un film où ils seraient amis puis rivaux. Quoi, tu vois, mais j'aurais pas vu Brando filer des coups de rame au vieux... Je l'aurais peut-être plutôt joué le vieux mafieux qui meurt dans l'eau. Tu vois, exactement. Mais en Kleinfeld, il était déjà énorme à l'époque, tu vois. Et c'était, je crois, à l'époque quand Abel Ferrara devait faire le film. Quoi. Les cendres de Marlon sont mélangées à celles de Wally Cox, le grand amour de sa vie, apparemment. Et elles seraient éparpillées à Tahiti et dans la vallée de la mort. Et je crois qu'il a 13 ou 14 enfants en tout. Quoi. 11 enfants. 11 enfants. Et il aurait couché avec Marvin Gaye et avec Richard Pryor. Parce qu'il a fait trois enfants à sa femme de ménage, je crois. Oui, comme Schwarzenegger. Schwarzenegger en a fait qu'un seul. Oui. Lui, il en a fait 3, mais carrément un par année. L'occasion fait le larron. Et bon, il faut quand même évoquer aussi quand même le fameux meurtre, hein, puisqu'il a défrayé la chronique dans les années 90 à cause de ce fameux un de ses fils qui avait tué le petit ami de sa fille. C'est ça. Sa fille Cheyenne, qui sortait avec un mec qui s'appelait je ne sais plus comment. Et donc, le fils qui s'appelait Christian, en hommage à Christian Marquand, a donc tué ce mec. Et il y a eu un procès extrêmement médiatisé où je pense que Brando, à cette époque-là, a dû faire pas mal de films qu'il n'avait pas envie de faire, mais pour payer aussi les notes d'avocat. Ouais. Et ça l'a beaucoup, je crois, quand même marqué. Et la mort de Cheyenne, bien sûr. Et après, la fille s'est suicidée. Terrible. La presse avait été cruelle avec lui parce qu'il avait accepté de témoigner, tu sais, au procès. Et on avait vu cette espèce de masse humaine qui arrivait avec les cheveux retenus en catogan, tu sais, je le gominais en catogan. Ouais. Et il avait fait une déposition où il pleurait, où il se flagellait pour la mort de sa fille, etc. Et la presse avait dit, en sortant du procès, quel numéro d'acteur extraordinaire, c'est son meilleur rôle, etc. Ouais, c'est terrible. C'était très dur quand même. Ouais. Il paraît qu'à la fin de sa vie, il était quasiment en fauteuil roulant. C'était dans un golf de cartes, carte de golf. Non, mais il donnait des espèces de séminaires d'acteurs. Oui, à Los Angeles. Où tu avais même des acteurs très connus qui venaient, tu vois, et qui facturaient ça, mais une fortune. Tu sentais quand même que c'était aussi la course au cachet pour essayer de payer sûrement les frais de justice. Absolument, mais aussi bien son tempérament rebelle que sa façon de jouer et cette espèce de côté iconographique marquerait des générations d'acteurs, que ce soit les acteurs des années 70 qui étaient tous ses fans comme James Caan ou Duval, Pacino, mais aussi bien DiCaprio, Johnny Depp, Gosling, Sean Penn, tous se revendiquaient de Marlon Brando. Et surtout Paul Newman. Ouais. Pourtant, Paul Newman, moi je trouve qu'il y a vraiment des films où, dans le côté acteur studio, il en fait 30 tonnes. C'est toute la première moitié de sa carrière. On va parler de lui bientôt dans l'émission. Il n'est pas très très bon. Enfin, quand tu le vois dans Le Gaucher ou dans Marqué par la haine et tout ça, il est très tic. Et même le billard, là, le premier l'arnaqueur, il est vraiment acteur studio caricatural. On va parler de lui très vite dans l'émission, comme je disais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Marlon Brando le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Je crois qu'il a des origines françaises. Hein. C'est-à-dire que Brando, je crois qu'à l'origine, ça s'écrivait EAU. Waouh, c'est vrai. C'est drôle. Et il parlait un français. Parfait. Tu peux voir sur YouTube des vidéos d'interviews dans les années 60, je crois. Mais il parle un français parfait. Avec un très léger accent créole, tu as remarqué je n'arrive pas à identifier l'accent créole, mais on le voit à une émission de Dick Cavett, tu sais, où il est... Et là, il parle anglais. Ouais, mais il est dégarni et déjà un peu grassouillé, mais il a encore beaucoup, beaucoup de charme. C'était au moment du parrain, ça, non ? C'est ça, exactement. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la vie et la filmo du grand Marlon Brando.
On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, Mao. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast que vous ne pouvez pas refuser. Et maintenant, Stella Stella Artois.